Bonjour à tous. Yann Lecam, directeur de l'Organisation européenne des maladies rares. On démarre avec 10-12 minutes de retard. Je pense qu'on ne les rattrapera pas. Donc je vous préviens, si vous avez des trains et des avions, vous les raterez. Parce que vous n'allez pas sortir d'ici. Les portes sont fermées après les derniers là, qui sortent. En plus, on a une session que Ségolène nous a concoctée avec le comité programme qui est vers une collaboration internationale renforcée autour des maladies rares. Et j'ai le plaisir de commencer avant d'inviter nos deux prochains intervenants. Alors, justement, comme on est fatigué, que c'est la fin de la réunion, il n'y aura pas de diapositives, mais il y a des diapositives. Elles seront disponibles pour les participants sur le site web s'il y en a un et pour le rapport final. Mais j'ai décidé d'intervenir sans diapositives en espérant que ce serait plus vivant pour vous. Alors en fait, le comité programme m'a demandé d'intervenir sur quel bilan de l'action en France et en Europe et ce que l'Europe pourrait inspirer aujourd'hui en retour à la France, du point de vue évidemment des associations de malades. Alors petit retour en arrière sur le bilan de l'action de la France, mais ça je pense que vous l'avez déjà un peu en tête. C'est la France qui a initié le règlement européen sur les médicaments orphelins en 1996 sous présidence française de l'Union européenne, et c'est Simone Veil qui l'a introduit à partir du travail fait par la personne qui a inspiré tout ça, qui est Annie Wolf en France. Ce règlement a été adopté en 1999, grâce notamment à son rapporteur, française aussi, toujours députée européen, Madame Françoise Grossetête. Il y avait à l'époque une mission médicaments orphelins, médicaments pédiatriques, placée entre le cabinet ministériel et les services, et ça, c'était une bonne méthode pour faire avancer les choses. Je regrette qu'elle n'existe pas ou qu'elle n'existe pas en interministériel pour animer les plans aujourd'hui. Ensuite, en 2006, c'est aussi la France qui avait initié un règlement sur l'usage pédiatrique des médicaments et qui l'a porté. C'est à nouveau Françoise Grossetête qui en est le rapporteur au Parlement européen. Et c'est à nouveau les associations de maladies rares qui sont en première ligne pour promouvoir ce règlement, contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis, par exemple, où c'était plutôt les associations cancer et sida. Et puis l'année suivante, accélération, adoption du règlement sur les thérapies avancées, c'est-à-dire thérapie génique, thérapie cellulaire, ce que les intervenants de la table ronde précédente appelaient les ATMP, un autre acronyme, mais ce sont les thérapies géniques, thérapies cellulaires. Et ça, c'était important. Et là, vraiment, on s'est battu en première ligne parce qu'il y avait beaucoup d'idées préconçues, beaucoup d'idées mal établies. Et ces trois règlements, si les associations de patients ont pu participer, les promouvoir et travailler de près avec la France, je voudrais souligner que c'est uniquement grâce au soutien financier de l'AFM, Téléthon et à ses bénévoles qui ont financé 100% de cette action de revendication. Dans cette période, en 1997, Orphanet est créé. Orphanet, base d'information, encyclopédie, ressources pour la France, mais aussi au niveau européen. Aujourd'hui, c'est la référence mondiale. Orphanet, ce n'est pas seulement une encyclopédie et des ressources, c'est aussi les codes, le Orpha-code. Et ça, c'est structurant du champ maladies rares et du champ de la connaissance. C'est aussi en 1997 la création d'Eurordis, donc c'est ce mouvement européen des associations de patients. Pour mémoire, il a été créé en France par 4 associations françaises, l'AFM Téléthon, Vaincre la mucoviscidose, AIDE, de lutte contre le sida, et la Ligue nationale contre le cancer, avant de très vite, évidemment, devenir une association européenne. Et aujourd'hui, nous regroupons 760 associations dans toute l'Europe. Mais je voudrais insister sur d'autres éléments, sur la façon de regarder ce que la France a apporté et comment on a abordé les choses, notamment dans cette comparaison qui est importante entre l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis ont tout abordé et continuent à l'aborder sous l'angle développement du médicament, vaguement recherche aussi. Très peu santé publique. La stratégie que nous avons développée en Europe et en France en particulier a été inverse. C'est-à-dire que nous avons en 2003 produit un papier qui était les maladies rares comme outil, comme concept, mais comme outil de politique de santé publique. Et en France, c'est un rapport des États généraux de la santé en 1999, que j'ai eu le plaisir de servir à cette occasion-là, et ensuite un rapport de Bernard Barato au Conseil économique et social 2 ans plus tard, qui ont posé un petit peu les bases d'une approche globale sur les maladies rares. J'insiste parce que c'est très différent de ce qu'on trouve aux États-Unis, et c'est cette stratégie-là, développée d'abord en France avec le premier plan maladies rares en 2005,
puis au niveau européen dans les autres pays, qui inspire aujourd'hui d'autres pays comme le Canada, l'Australie, et je pourrais en citer d'autres à travers le monde, notamment en Amérique du Sud ou centrale. Donc, le plan national maladies rares français en 2005, qui était le premier plan, mais qui était quand même inspiré par ce qui avait été fait dans d'autres pays, notamment au Danemark et au Royaume-Uni, a été un plan qui a ensuite inspiré une stratégie au niveau européen. Et ça donne 2 autres lois au niveau européen. En 2008, une communication de la Commission européenne qui fait des maladies rares une priorité dans ses différents programmes, c'est-à-dire programme santé, programme industrie médicaments, programme recherche, etc. Et en même temps, 1 an plus tard, une recommandation du Conseil, c'est-à-dire les chefs d'État, ou le Conseil des ministres de santé en l'occurrence, qui s'impose à eux-mêmes, États membres, l'objectif de développer des plans maladies rares d'ici 2013. Ce qui est le cas, avec du retard évidemment, mais là, en 2017, à peu ou prou, c'est 25 pays qui ont adopté un plan maladies rares. Évidemment, il y a des plans plus ou moins robustes, il y a des plans avec plus ou moins de budget, il y a des plans coquilles vides, il y a des plans menu complet, c'est sûr. Mais ils partagent tous quand même un certain nombre de points communs qui sont un socle sur lequel on peut bâtir. Des centres d'expertise, peu ou prou partout, une politique sur les registres, une politique d'investissement dans la recherche, une reconnaissance des patients maladies rares dans le système, ce qui a un impact y compris dans la prise en charge sociale. Et puis en 2010, c'est la directive sur les soins transfrontaliers, avec 4 éléments clés pour les maladies rares. Le premier, c'est dans son article 13, les maladies rares sont indiquées comme une priorité des soins transfrontaliers, toujours à cause de la rareté et de la valeur ajoutée communautaire européenne. Un deuxième article sur la création, ou une série d'articles sur la création des réseaux européens de référence, dont vous avez entendu parler dans les sessions hier. Un autre sur l'accès aux soins transfrontaliers, c'est-à-dire la possibilité pour un patient d'aller dans un autre pays de l'Union européenne pour un diagnostic ou un soin. Et ça, c'est un article catastrophe qui ne marche pas en dépit de tout ce qui est mis en place et dont on se plaint constamment et dont on se plaindra longtemps jusqu'à ce que ça aille sûrement en Cour de justice européenne. Le 4e point, c'est l'évaluation en santé HTA, où François Meyer, dans un moment, nous parlera de cette collaboration au niveau européen. Alors maintenant, je voudrais plus insister sur qu'est-ce que tout cela nous apporte. Eh bien, d'abord et avant tout, aujourd'hui, ces fameux réseaux européens de référence. En gros, après l'impact très fort du règlement sur les médicaments orphelins, avec 1300 désignations, avec plus de 130 médicaments mis sur le marché en statut orphelin, à peu près 70 en statut orphelin, bref, une véritable émergence. L'autre grand point important actuellement, c'est la mise en place de ces 24 réseaux européens. Alors, ces 24 réseaux européens, quel rôle de la France, quelle interaction avec le niveau européen? Ces 24 réseaux sont par groupe thérapeutique de maladies rares. Ça, vous l'avez compris, groupe maladies rares du foie, maladies rares du rein, maladies rares du poumon, maladies rares métaboliques, avec des missions assez claires. Après, on peut parler de la question des moyens, mais des missions claires, et des patients impliqués dans la gouvernance. Alors, on pourrait penser que tout ça était une évidence. Rien de tout ça n'était évident, parce que la façon dont les choses fonctionnent en Europe, c'est que vous pouvez vous battre pendant des années jusqu'à ce qu'il y ait une loi, et après, les choses vous échappent, ça part dans des machineries bureaucratiques entre États membres, et on ne sait pas ce qui sort de la boîte. Et on a failli avoir le pire. Alors, je voudrais vous dire en quoi la France a contribué à ça et en quoi le mouvement d'association de patients aussi a contribué. D'abord, en défendant une vision politique et humaine plutôt que bureaucratique pour ces réseaux. C'est-à-dire définir des chemins, des healthcare pathways, définir des chemins thérapeutiques centrés sur les patients où chaque patient trouverait sa place. Et alors, notre credo, ça a été « chaque patient doit trouver sa place, every patient has a home », qui a été un de nos points de départ, qui paraissait au départ utopique, mais qui finalement s'est révélé activable, a pu fonctionner. Une vision aussi de réduction des inégalités entre territoires, réduction des inégalités entre différentes maladies rares, faire plutôt voyager l'expertise que les patients. On préfère rester près de chez soi et avoir des médecins compétents ou capables de se relier à d'autres médecins compétents plutôt que de devoir voyager à l'étranger. Et puis, pour passer à la phase concrète de tout cela, on a dû aller comme association de patients, c'est peut-être notre culture, la française, qui nous a amené à ça, une culture anglaise. Je dirais que là, on est un peu un hybride, parce que dans l'équipe, c'est un Anglais
qui est avec nous, qui dirigeait le service en charge des centres experts aux États-Unis auprès d'un grand monsieur, Edmund Jessup, qui nous accompagne dans toute cette action. Eh bien, nous avons décidé de soumettre à la Commission européenne, de devenir prestataire de la Commission européenne dans un appel d'offres avec 2 autres partenaires, l'Organisation européenne des hôpitaux, mais aussi avec l'Agence d'accréditation canadienne des hôpitaux, de manière à développer tout le processus d'initiation de ces réseaux européens, de dossiers de candidature au niveau national et européen et d'évaluation par les agences indépendantes. Et nous l'avons fait non pas pour le plaisir de le faire, mais parce que nous pensions que c'était le seul moyen de faire en sorte que ces réseaux ne deviennent pas seulement des connexions administratives, mais soient centrés sur l'excellence clinique et sur l'amélioration pour les patients, avec ce qu'on appelle en anglais les Patient Health Outcome Improvement. Donc que ça soit mesurable, que ça soit centré sur les patients. Et je dois dire qu'on a été extrêmement soutenu par de nombreux représentants d'États membres dans le comité qui correspondait à ce travail et aussi par les académiques, et notamment Ségolène Aimé, que je remercie. Le deuxième axe qui a guidé notre action, ça a été de dire qu'il faut être collaboratif plutôt que compétitif. On a évité une catastrophe. Les responsables européens et certains États membres disaient qu'il faut faire un appel d'offres ouvert. Oui, il y aura 2 réseaux européens pour la mucoviscidose. Oui, il y en aura peut-être 3 pour l'hémophilie. Formidable, quel progrès. Et tant de maladies rares qui vont rester sans réseau européen parce qu'on ne pourra en avoir que 50. Donc ça, on n'en a pas voulu. Aujourd'hui, ils s'en glorifient de cette approche de collaboration. Ça n'était pas la leur, ça a été malgré eux qu'on a pu l'imposer grâce à notre groupe expert des maladies rares avec États membres académiques et patients. Et grâce à ça, ça existe aujourd'hui. Maintenant, si ça existe, c'est parce qu'en amont, il y a eu des initiatives, notamment Orphanet et son Orphacode dont je parlais tout à l'heure, qui ont permis de structurer ces regroupements thérapeutiques. Il y a eu l'expérience en France des centres d'experts et des filières de soins qui permettaient déjà de définir des regroupements. Il y a l'expérience du Royaume-Uni, encore plus ancienne que la France dans ce domaine-là, mais limité aux maladies extrêmement rares. Et puis, il y a ce qui était émergent en Allemagne. C'est tout ça qui a été consolidé pour définir ces 24 réseaux. Voilà comment ça interagit entre l'expérience en France, mais aussi ce qui s'élabore ailleurs en Europe. Sur ces réseaux de soins, je voudrais insister sur, en retour, quelle action sur la France. C'est qu'ils sont conçus pour à la fois appliquer ce que l'on sait en termes de connaissances sur la prise en charge de ces maladies rares, mais aussi pour générer de nouvelles connaissances. C'est pour ça que parmi les critères de sélection, il y a leur participation à des travaux de recherche. Mais ce sont des réseaux de soins, pas de recherche. Donc les enjeux, c'est comment arriver à intégrer aujourd'hui ce qui devrait être une évidence et qui, j'espère, va le devenir de plus en plus en France aussi, c'est de lier les soins, la recherche et les données. On voit bien tout au long de ce colloque, à quel point les 3 éléments aujourd'hui sont liés, ce sont les mêmes compétences. À la fin, c'est le même patient qui va dans le même centre hospitalier et qui parle à peu près au même médecin. C'est les mêmes compétences pour appliquer les bonnes pratiques de soins, pour réaliser un essai clinique ou après pour collecter les données, après l'approbation de la mise sur le marché de ce produit. Donc il faut penser en termes de compétences, en termes de standards, en termes de processus, plutôt que selon les anciens algorithmes de pensée. Et ça suppose 3 niveaux d'innovation qui ont été cités hier par la ministre, je crois, un niveau organisationnel, un niveau scientifique et un niveau technologique. Mais il faut aussi décloisonner le public et le privé. Là, ça ne marche pas bien pour l'instant, clairement. Nous, on est très soutenants et on essaie de structurer la discussion entre industriels et les pouvoirs publics, c'est-à-dire Commission européenne, États membres et les représentants de ces réseaux, pour voir comment mettre en place un cadre de collaboration dans la collecte des données, l'histoire naturelle des maladies, les nouveaux endpoints, les registres, les mises en place des essais cliniques, la collecte de données en vie réelle après mise sur le marché. Mais voilà, c'est plein de fantasmes, le fantasme notamment d'États membres qui disent « Ah, mon Dieu, la collaboration avec les vilains industriels ». Oui, évidemment, c'est plus facile de faire l'autruche, fermer les yeux, et on ne se pose pas la question de savoir pourquoi un industriel offre ici un ordinateur, ici un petit peu d'argent flexible, ici un assistant recherche clinique, au lieu de mettre un cadre clair et transparent, et de pouvoir avancer avec ce cadre vers des données qui soient
sur le plus grand nombre de patients par rapport à la cible, des données de qualité et standardisées, parce que c'est ça le véritable enjeu, et des données disponibles au moment où on en a besoin pour les différentes activités de recherche ou réglementaires. Donc c'est un changement dans la relation possible entre industriels et les réseaux de soins grâce à ces réseaux européens. Alors bien sûr, il faudra aussi définir sûrement un cadre juridique, il faudra sûrement plus d'argent, les programmes européens, les programmes nationaux, mais aussi IMI, qui regroupe industrie et pouvoir public européen. Tout ceci nous amène à une véritable transformation. C'est une chance inouïe comparée à là où on en était il y a 10 ans ou il y a 5 ans pour les maladies rares. Il faut se saisir de cette chance, il faut en prendre tout le potentiel. Il y a plein de difficultés, mais on ne va pas les contempler, on va plutôt voir comment est-ce qu'on peut continuer à avancer. Et au cœur de ces transformations, c'est une co-construction entre États membres, entre cliniciens, gestionnaires d'hôpitaux et les patients. C'est une co-construction entre secteur public et secteur privé. Et ça, c'est possible parce qu'il y a ce niveau européen. Cette co-construction, cette ouverture, cet espace, il est plutôt européen. Et j'espère qu'en retour, il vient nourrir le débat en France. Et honnêtement, quand j'écoute certains des débats, même dans ce colloque, je trouve qu'on est un peu fermé, j'entends des choses plus intéressantes et plus ouvertes au niveau européen. Mais la France n'est pas la seule à être dans ces discussions plus fermées. C'est à peu près la même chose quand on va dans chaque État membre. Et une nouvelle frontière très importante dans laquelle la France joue un rôle clé, ça va être la collaboration en matière de recherche. Et c'est Daria Julkowska, excusez-moi, j'ai du mal à dire son nom parce que je l'appelle toujours Daria, Julkowska, qui va nous en parler tout à l'heure, parce qu'elle a été vraiment le facteur dynamique dans le renforcement de ces collaborations au niveau européen, pour développer une collaboration renforcée entre un certain nombre d'États membres européens sur les infrastructures de recherche, sur des appels d'offres communs, sur des politiques communes, avec quelque chose de magnifique, c'est à la fois qu'on le place dans un cadre international, avec le lien avec le Consortium international de recherche maladies rares, IRDIRC, mais aussi en transversal avec l'ensemble des 24 réseaux européens. C'est formidable, c'est une chance inouïe de faire quelque chose de cohérent et de structuré pour l'avenir. Alors je sais que Ségolène aurait voulu que je parle un petit peu d'Aurore 10, je savais que j'aurais du mal parce que je manquerais de temps pour le faire, donc je n'en parlerai pas. Parce que je préfère plutôt insister sur l'ambition des 10 prochaines années et comment la France peut y jouer un rôle. Alors hier, on a entendu notre ministre marquer fortement une volonté, elle a dit une volonté politique forte, elle a pris un engagement, en tout cas, de mots dans ce domaine-là. J'espère que ces mots sauront se transformer et qu'elle sera à la hauteur de Simone Veil pour nous accompagner dans les prochaines années. Je crois aussi qu'il n'y aura de troisième plan maladie rare en France ambitieux que s'il est placé dans une trajectoire européenne, voire internationale. L'un ne pousse pas l'autre, l'un nourrit l'autre. En France, il s'agit de reconnaître le rôle de la France. Il faut, et les acteurs dans cette salle sont clés, il faut assumer le fait que la France a joué ce rôle leader dans les maladies rares et le joue encore. Il faut croire dans le rôle leader qu'on peut avoir dans les prochaines années. En matière de génétique ou de cancer, on est toujours à la traîne, ou souvent. On attend que ça se passe au UK ou que ça se passe en Hollande, alors on veut faire mieux, etc. C'est souvent comme ça. Dans les maladies rares, on fait mieux que les autres. Alors, profitons-en, poussons les choses et inspirons au niveau européen. Le plan maladie rare numéro 3 est vraiment intelligent, je le trouve très intéressant. Et là où il doit être innovant, c'est sur toutes ces questions de données, sur le e-health. Ces technologies transforment tout. Et le plan, il est pour 10 ans. Regardez, ça a mis 10 ans le dernier quasiment. Donc on ne va pas venir avec un 4e plan rapidement. Il va avoir un rôle d'impulsion pour les prochaines années. Les technologies évoluent très vite. Il faut se saisir de tout cela. Et on peut passer au niveau européen à une nouvelle ambition, et dont la France peut être le vecteur, comme elle l'a été en 2008-2009 avec cette politique européenne des maladies rares. Elle peut à nouveau inspirer une politique de collaboration renforcée en matière de recherche, en matière d'organisation des soins au niveau européen, en matière de collecte et d'analyse de données, en matière de développement et d'accès aux médicaments, en allant sûrement plus loin que ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, puisqu'on n'a fait que constater les problèmes en proposant peu de solutions. Des solutions, il y en a, j'y reviendrai. Cette ambition, elle peut être marquée avec des objectifs. Dire qu'on puisse être diagnostiqué pour sa maladie rare en moins d'1 an, c'est un objectif qui apparemment est assez partagé et semble raisonnable dans 10 ans.
que ceux qui n'ont pas de diagnostic, parce que la science n'est pas prête, qu'ils soient tous pris dans des programmes de recherche. Ça, ce sont des beaux objectifs. On n'aurait pas pu se les fixer il y a 10 ans, on peut se les fixer aujourd'hui. L'autre objectif, c'est les nouveaux traitements. Plus de 300 traitements ont été approuvés au cours des 7 dernières années, à peu près. On pense que 600 à 1000 autres seront développés et approuvés dans les 10 ans qui viennent. Parce qu'il y a un potentiel énorme de la science pour les traduire en thérapies nouvelles. Après, ce ne sont que des difficultés. La difficulté du petit nombre, la difficulté à faire les études pour apporter le niveau de preuve, la difficulté du prix et du remboursement, tout ça on sait. Mais comme patient, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'il y a le potentiel scientifique et de l'autre côté, il y a le besoin des malades. Il faut rendre ça possible. Donc, on peut se fixer ce genre d'objectif. Et en ce qui concerne le médicament, je ne résiste pas à dériver un petit peu sur la stratégie d'Aurore 10 et celle que nous développons non pas seuls, mais avec les industriels, avec les payeurs, avec les agences d'évaluation en consultation. Et vous pourrez aller voir sur notre site, il y a un papier qui fait 40 pages, je suis désolé, il n'est qu'en anglais, mais qui est bourré de propositions et qui a été analysé par beaucoup d'acteurs à travers l'Europe. Notre ambition, elle est simple. 5 fois plus de médicaments dans 10 ans par an, mais 5 fois moins cher. Alors on dit, ah oui, mais vous êtes utopie, vous êtes des idéalistes. Pas plus que quand on a commencé en 97, pas plus que quand on s'est lancé dans les règlements européens ou dans les lois européennes ou dans les réseaux de référence. On nous a aussi pris pour des rêveurs. Arrêtons de discuter, est-ce que j'économise 10%, est-ce que je restreins l'accès aux patients un petit peu, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de développer des thérapies, de créer un cadre favorable et après de pouvoir y avoir accès pour les patients. Il faut complètement changer de modèle. Et ça ne veut pas dire faire la révolution. C'est simplement qu'il n'y a pas une solution magique. Il n'y a pas une solution qui peut sortir d'une discussion. Il y a un ensemble de leviers. Le levier que le modèle de développement du médicament, il peut utiliser d'autres méthodes que celles actuellement utilisées. Il y a beaucoup de méthodes alternatives qui sont déjà encouragées, soutenues par l'Agence européenne du médicament ou les agences d'évaluation de santé. Il y a le développement des Patients Reported Outcome Measures, c'est-à-dire l'analyse de l'utilité d'un médicament du point de vue du patient, etc. Et il y a beaucoup d'autres éléments qui permettent de réduire fortement le coût. On peut aussi s'interroger sur l'utilité des modèles animaux aujourd'hui et en quoi, parfois, ils freinent le développement de certains médicaments. Je sais que c'est provoquant. Et alors, on peut parler de tout, non? Du moment que c'est pour avancer. Mais aussi dans le système d'approbation. Alors, hier, ça paraissait aussi une utopie de développer une agence réglementaire européenne pour émettre des avis communs. Aujourd'hui, c'est notre vie quotidienne. Puis, il y a 5 ans, on disait que c'était une utopie pour le HTA, les agences type HAS, de collaborer ensemble au niveau européen. Mais François va nous en parler. Ça vient, c'est pour demain. On y est. Alors, vraiment, commençons à parler de la collaboration entre les payeurs. Parce que pour les maladies rares, ça n'a aucun sens de continuer à discuter comme ça au niveau national. Il faut arrêter de se plaindre d'être des nains du côté des payeurs, comme au CEPS, en disant « mais comment je fais pour négocier ?» Eh bien oui, mets-toi autour d'une table avec les autres. Quelle compagnie refusera de venir sur le marché européen? Aucune. Donc rééquilibrons un petit peu les pouvoirs. Et non pas pour taper sur la tête de l'industriel, mais pour lui donner de la prévision, de la prédictabilité, pouvoir parler économique et scientifique dans la même discussion. Arrêtons de séparer les choses. Ce n'est pas 2 mondes idiots avec un cerveau droit, un cerveau gauche. C'est la même chose. On a le problème des incertitudes au moment de la mise sur le marché. Il faut réduire ces incertitudes par les recherches adaptées. Et il n'y a aucune raison de payer cher pour des médicaments incertains. Et là, il faut des modèles où l'industriel fait payer moins cher et des modèles où les pouvoirs publics mettent aussi de l'argent aux côtés de l'industriel pour générer ces données. Il y a différentes approches possibles. Il faut simplement ouvrir ce dialogue et s'y lancer avec audace. Et j'espère que dans 10 ans, à RER, on constatera que la table de négociation européenne sur les médicaments fonctionne, qu'il y a des appels d'offres communs, des négociations communs, et l'argent continuera toujours à le collecter chez le citoyen local. On prendra toujours la décision locale. Ça n'empêche pas de se mettre autour d'une table pour avoir plus de poids dans une négociation et pouvoir prendre sa décision ensuite. Bref, essayer de faire mieux avec le même argent. Alors j'en termine pour dire que qu'est-ce qu'on est en train d'essayer d'entreprendre au niveau européen dans lequel la France a un rôle. On utilise des présidences européennes. Malte avait la présidence au premier semestre. Le plus petit pays de l'Union européenne se sent en pleine empathie avec les personnes atteintes de maladies rares et du coup a joué un rôle clé pour relancer la dynamique sur les maladies rares.
Et la conclusion du Conseil des ministres de juin est d'établir un rapport sur les maladies rares, sur l'application de ces lois de 2008 et 2009 avec les plans nationaux et la stratégie européenne, de manière à éventuellement relancer une nouvelle législation. Donc on travaille déjà avec la présidence autrichienne de 2018 et la présidence roumaine de 2019, avec tout un calendrier, de manière à monter en puissance et on l'espère être capable de remettre une nouvelle loi européenne, cette fois pour intégrer l'action, comme j'ai dit tout à l'heure, dans quelques domaines clés, aller plus loin, comme on commence à le faire aujourd'hui dans la recherche ou dans les réseaux européens. On a aussi mis en place un réseau parlementaire avec des députés européens, un groupe parlementaire sur les maladies rares, et qui va associer des parlementaires des différents pays de l'Union européenne. Donc on espère que la France, non seulement va soutenir les collaborations renforcées en matière de HTA avec la nouvelle législation qui va sortir, et j'espère se portera candidate à accueillir le secrétariat scientifique permanent, mais aussi que la France soutient, et ça elle le fait déjà, cette collaboration renforcée en matière de recherche dont Daria va nous parler. Nous espérons que la France soutiendra une nouvelle législation sur les maladies rares en 2019-2020. Et enfin, dernière ambition, mais pas la moindre, c'est qu'aux Nations Unies, nous profitons du nouveau calendrier 2015-2030 des objectifs de développement durable, dans lesquels les maladies rares peuvent entrer. On a mis en place un comité des ONG sur les maladies rares à New York. On commence à travailler avec plusieurs États membres et on pense qu'il y a une lumière, il y a un chemin possible pour aller vers une résolution sur les maladies rares. Ça mettra 5 ans, ça mettra 10 ans. Mais là aussi, la France, qui est un des pays les plus influents aux Nations Unies, non seulement au Conseil de sécurité, mais aussi en matière économique, sociale, on l'espère, sera porter son action qu'elle a entreprise depuis 20 ans au niveau international de manière à réduire ces inégalités à travers le monde, réduire les discriminations, rompre l'isolement. On a beaucoup de chance en France. Ne lâchons pas ceux qui ont moins de chance ailleurs. On s'en portera tous mieux, y compris en France. Merci beaucoup.